Je m'appelle Robert et j'ai 34 ans. Pendant de nombreuses années, j'ai cru être dans une relation solide, bâtie sur le soutien mutuel et la confiance. Il s'est avéré que je n'étais qu'un distributeur de billets pratiques avec un attachement émotionnel. Je travaille pour une entreprise de logiciels pour le secteur de la santé à San Diego, en Californie. Le salaire est bon et le poste est stable. Ma petite amie, Vanessa, avait 31 ans. Nous étions ensemble depuis des années avant que je ne réalise qu'elle me voyait comme un imbécile. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un événement et avons commencé à sortir ensemble peu de temps après. Quand nous nous sommes rencontrés, Vanessa travaillait dans le marketing pour une entreprise de technologie, gagnait un salaire décent, avait son propre appartement et semblait avoir sa vie bien en main. Elle était extravertie et amusante. Je l'aimais. Nous parlions vaguement de mariage, d'acheter une maison ensemble un jour et de fonder une famille. Puis, environ 2 ans après le début de notre relation, Vanessa a perdu son emploi. Des licenciements à l'échelle de l'entreprise, de simples coupes budgétaires qui ont éliminé tout son département. Elle était dévastée. Naturellement, ce travail avait été une grande partie de son identité. Après cela, elle a commencé à travailler en freelance. Conseil en marketing, gestion des réseaux sociaux pour de petites entreprises et création de contenu, se démenant pour trouver des clients, assemblant des revenus de sources multiples. C'était instable et stressant, et l'argent était irrégulier. Je l'ai d'abord soutenue émotionnellement, l'écoutant quand elle se plaignait de clients difficiles, célébrant quand elle décrochait de nouveaux contrats et la rassurant sur le fait qu'elle finirait par trouver une stabilité. Et financièrement, j'ai commencé à couvrir une plus grande partie de nos dépenses communes. J'ai payé l'intégralité de son loyer à quelques reprises lorsque ses revenus étaient particulièrement bas. J'ai payé ses courses plus souvent qu'à mon tour. J'ai couvert les dîners au restaurant, les factures de services publics et les petites choses qui s'additionnaient. Cela ne me dérangeait pas à l'époque. Une relation, c'est avant tout un partenariat. Parfois, une personne a besoin de plus de soutien, et on le lui fournit parce qu'on a confiance qu'elle ferait la même chose pour nous. Puis, environ 4 mois après son licenciement, Vanessa m'a demandé un prêt. Elle a abordé le sujet avec hésitation. Elle a dit qu'elle était vraiment en retard sur certaines factures. Sa voiture avait besoin de réparations qui coûteraient environ $1,500. Le loyer approchait et elle n'avait pas décroché assez de contrats ce mois-là pour le couvrir. Elle était stressée et embarrassée de demander, mais elle avait besoin d'aide. Elle a demandé $4,000. Elle a dit que cela couvrirait tout, la voiture, le loyer, certaines factures de cartes de crédit sur lesquelles elle avait pris du retard. Elle a promis de me rembourser intégralement dès qu'elle recevrait son remboursement d'impôts, qu'elle attendait dans quelques mois. Je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que bien sûr, je l'aiderais. J'ai viré l'argent le soir même. $4,000 de mon compte d'épargne au sien. Je lui ai envoyé un texto après. Virement de $4,000 effectué. Rembourse-moi quand tu auras ton remboursement. Pas de précipitation. Je t'aime. Elle avait répondu, merci beaucoup. Je promets de te rembourser intégralement dès que ce remboursement arrivera. Tu me sauves littéralement la vie en ce moment, cœur rouge. Les semaines se sont transformées en mois. Le travail en freelance de Vanessa continuait de manière irrégulière. Je continuais à la soutenir financièrement en couvrant une plus grande partie de ses frais de subsistance. Puis, environ 2 mois après lui avoir accordé le prêt, elle a mentionné nonchalamment que son remboursement d'impôts était arrivé. Elle était excitée parce que cela signifiait qu'elle pouvait respirer un peu plus facilement. Elle n'a pas mentionné le remboursement. J'ai attendu quelques jours, me disant qu'elle devait peut-être d'abord régler des dépenses immédiates. Une semaine a passé. Toujours rien. J'ai abordé le sujet délicatement un soir. Et, maintenant que tu as eu ton remboursement, tu veux qu'on parle du remboursement de ce prêt? L'expression de Vanessa a changé et elle est immédiatement devenue défensive. Elle a dit qu'elle avait dû utiliser le remboursement pour d'autres choses, qu'elle était toujours en retard sur ses factures, qu'elle me rembourserait un jour, mais qu'elle ne pouvait pas pour l'instant. J'ai dit que je comprenais, mais je lui ai rappelé que je posais la question parce qu'elle avait spécifiquement dit qu'elle me rembourserait à l'arrivée du remboursement. Elle s'est irritée. Elle a dit que je lui mettais la pression, qu'elle n'appréciait pas qu'on la fasse se sentir coupable alors qu'elle était déjà stressée par l'argent. J'ai laissé tomber. Je ne voulais pas faire toute une histoire de cette situation.
Mais j'ai commencé à remarquer des choses quand j'allais chez Vanessa. J'ai remarqué qu'elle s'était acheté de nouveaux vêtements, ce qui pour quelqu'un en difficulté financière, ne devrait pas être une priorité. J'ai repéré un sac à main de créateur qui, je le savais, coûtait au moins $600. D'après ces conversations, je pouvais déduire qu'elle sortait avec des amis plusieurs fois par semaine. Elle dépensait de l'argent comme quelqu'un qui en avait, tout en me devant $4000 et en prétendant être fauchée. À ce stade, j'étais déçu par son gaspillage. J'ai essayé d'aborder le remboursement une fois de plus environ un mois plus tard. Encore une fois, elle est redevenue défensive. Elle m'a accusé de ne pas la soutenir et de lui mettre la pression pendant une période difficile. J'ai laissé tomber. J'ai commencé à sentir que je devais accepter que je ne reverrais pas l'argent. Puis, environ 6 mois après le prêt, j'ai découvert que Vanessa me trompait. Je l'ai découvert quand elle est venue chez moi et que nous avons commandé à manger avec son téléphone. J'ai accidentellement quitté l'application alors que le téléphone était avec moi et j'ai ouvert une notification de message qui était apparue. Le message que j'ai vu en haut de la liste n'était clairement pas platonique. Quand je l'ai ouvert et que j'ai parcouru la conversation, il n'y avait aucun doute sur ce qui se passait. Il y avait des plans pour se voir, des références à des moments où ils avaient déjà été ensemble, ainsi que des photos et des vidéos échangées. Je suis resté là, à lire suffisamment de messages pour comprendre complètement la situation. Ils se voyaient depuis au moins 6 semaines, peut-être plus. Quand Vanessa s'apprêtait à rentrer chez elle le lendemain soir, je l'ai confrontée calmement. Je lui ai dit que j'avais vu les messages. Elle n'a pas nié, mais s'est mise en colère à la place, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal en regardant son téléphone. Elle a dit que notre relation était morte depuis des mois de toute façon. Qu'elle avait besoin d'attention que je ne lui donnais pas. J'ai eu le cœur brisé d'entendre cela. Je lui ai dit que c'était fini entre nous, qu'elle devait récupérer toutes ses affaires qui restaient dans cette maison. Elle a accepté froidement. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, j'ai parlé de l'argent. Avant que tu partes, nous devons parler des $4000 que tu me dois. Vanessa s'est figée, s'est tournée pour me regarder avec une expression calculatrice. Je ne les ai pas en ce moment. Je sais, mais nous avons besoin d'un plan de paiement. Quand peux-tu commencer à me rembourser ? Elle a posé le sac qu'elle était en train de faire. Robert, tu vas vraiment me réclamer de l'argent maintenant, alors qu'on est en train de rompre ? J'ai rétorqué, tu as emprunté $4000 et promis de les rembourser. La fin de la relation n'efface pas cette dette. Son expression s'est durcie. Je te paierai quand je pourrai. Ne me mets pas la pression à ce sujet. Je ne te mets pas la pression. Je demande un échéancier raisonnable. Tu me fais sentir en danger, dit-elle soudainement. J'ai cligné des yeux, confus. Quoi ? Tu es agressif à propos de cet argent. Ça me fait me sentir menacé, a-t-elle répondu. Je suis calme, ai-je dit. Je veux juste savoir quand tu rembourseras ce que tu as emprunté. Elle a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. J'ai besoin de prendre mes distances avec toi en ce moment. Cette conversation me met mal à l'aise. Puis elle est partie. Je suis resté dans l'appartement, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ce revirement soudain, où elle prétendait que je la mettais en danger, m'a semblé manipulateur, mais je ne savais pas encore quoi en penser. La semaine suivante, Vanessa a continué sa vie. J'ai abordé le remboursement une fois de plus par texto environ un mois plus tard. Nous devons toujours discuter des $4000 que tu me dois. Pouvons-nous mettre en place un plan de paiement ? Sa réponse, arrête de me harceler pour de l'argent. J'ai dit que je te paierai quand je pourrai. Je lui ai dit que je ne la harcelais pas, je demande le remboursement d'un prêt documenté. Elle a répondu, tu me mets la pression, et ça doit cesser. J'étais frustré, mais j'ai essayé de garder mon sang-froid. Ce n'est pas du harcèlement. C'est moi qui demande le remboursement de l'argent que tu me dois légalement. Pas de réponse. 2 jours plus tard, vers 20h, j'ai décidé d'aller chez elle. Je voulais juste parler en personne, trouver un plan de paiement raisonnable. Je n'étais pas en colère, je voulais juste une résolution car il était hors de question que je renonce à une telle somme pour quelqu'un qui m'avait trompé. J'ai frappé à sa porte d'entrée, j'ai attendu, puis j'ai frappé à nouveau. Je pouvais entendre du mouvement à l'intérieur, j'ai vu une lumière allumée dans ce que je supposais être sa chambre. Vanessa, je sais que tu es à la maison.
Je veux juste parler de l'argent que tu me dois. Peux-tu s'il te plaît venir à la porte? Rien. J'ai frappé une fois de plus. Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas eu cette conversation. Tu as emprunté 4000 $. Tu as promis de les rembourser. Nous devons régler ça. J'ai vu un mouvement à la fenêtre de sa chambre. Elle était là, m'entendant certainement, refusant simplement de venir à la porte. Après environ 10 minutes de ce manège, moi frappant périodiquement et lui demandant de parler, elle m'ignorant, j'ai abandonné et je suis parti, frustré, mais pas inquiet. Je me suis dit que j'essaierais d'une autre manière. 3 jours plus tard, on m'a signifié des papiers juridiques à mon appartement. Une ordonnance restrictive temporaire déposée par Vanessa. Je l'ai lue, l'incrédulité grandissant à chaque ligne. Elle affirmait que je la harcelais depuis des semaines, que je me présentais chez elle sans y être invité, que je la menaçais pour de l'argent et que je la faisais se sentir en danger. Elle avait inclus une déclaration écrite me décrivant comme agressif et menaçant. Elle disait qu'elle craignait pour sa sécurité et avait joint un enregistrement audio de la nuit où j'étais allé à sa porte. Dans l'enregistrement, on pouvait m'entendre dire « Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas eu cette conversation », d'une manière qui, sortie de son contexte, semblait vaguement menaçante. Mais elle l'avait modifié, coupant les parties où j'avais été calme et raisonnable, le faisant sonner comme si j'étais là pour l'intimider plutôt que pour simplement demander le remboursement d'une dette légitime. L'ordonnance restrictive était temporaire, valable jusqu'à une audience au tribunal dans 3 semaines. Pendant cette période, j'étais légalement tenu de rester à l'écart d'elle. Pas de contact, pas d'approche de son domicile ou de son lieu de travail. Pas de texto, d'appel, de mail ou de contact sur les réseaux sociaux. Toute violation entraînerait une arrestation. J'étais assis dans mon appartement, tenant ses papiers, essayant de comprendre ce qui se passait. Elle avait instrumentalisé le système judiciaire contre moi, utilisant une ordonnance restrictive, quelque chose destiné à protéger les véritables victimes de harcèlement ou de violence, pour éviter de rembourser de l'argent qu'elle me devait légitimement. Mon premier instinct a été la colère. Je voulais l'appeler, lui envoyer un texto, lui dire que c'était insensé et qu'elle le savait. Mais je ne l'ai pas fait, car c'est exactement ce qu'elle voulait, que j'enfreigne l'ordonnance pour faire face à des conséquences pénales. Au lieu de cela, j'ai adopté une approche stratégique. D'abord, j'ai rassemblé toutes les pièces justificatives que j'avais sur le prêt. L'échange de texto original où elle demandait l'argent et promettait de rembourser. Le virement bancaire montrant que je lui avais envoyé 4000 $. Son texto disant qu'elle me rembourserait avec son remboursement d'impôt. Des captures d'écran de conversations ultérieures où je demandais le remboursement et où elle avait été évasive ou défensive. Tout a été organisé chronologiquement dans un dossier numérique et imprimé en copie papier. Ensuite, j'ai examiné toutes nos communications, textos, messages sur les réseaux sociaux, emails, à la recherche de toute preuve de menace ou de harcèlement de ma part. Il n'y avait rien. Chaque message que j'avais envoyé avait été calme et raisonnable. Demandant un remboursement, oui, mais jamais menaçant, jamais agressif. La seule chose qu'elle avait, c'était cet audio modifié de la seule fois où j'étais allé à sa porte. Et même cela, dans son contexte complet, n'était que moi demandant de parler de l'argent qu'elle devait. Ensuite, j'ai engagé une avocate, j'ai trouvé une avocate spécialisée en contentieux civil, experte en litige contractuel et en défense contre les ordonnances restrictives. Je l'ai rencontrée cette semaine-là, je lui ai montré toute ma documentation. L'avocate a tout examiné attentivement, puis m'a dit que j'avais un dossier solide, mais que je devais être extrêmement prudent. L'ordonnance restrictive, même si elle est temporaire et basée sur de fausses accusations, est juridiquement contraignante, a-t-elle expliqué. Si vous l'enfreignez de quelque manière que ce soit, même accidentellement, vous serez arrêté. Cela nuira à votre crédibilité lors de l'audience. Alors, que dois-je faire? Vous la suivez à la perfection. Aucun contact avec elle, quel qu'il soit. Bloquez-la partout pour qu'il n'y ait aucune chance de communication accidentelle. Laissez-la penser qu'elle a gagné. Pendant ce temps, nous nous préparons pour l'audience. J'ai suivi à la lettre les conseils de l'avocate. J'ai bloqué le numéro de Vanessa, son email et tous ses réseaux sociaux. J'ai rendu impossible tout contact avec elle, même si je l'avais voulu. Je ne me suis approché ni de son domicile ni de son lieu de travail. Je n'ai pas posé de questions à son sujet à des amis communs. Je n'ai rien posté sur la situation sur les réseaux sociaux. J'ai complètement disparu de sa vie,
exactement comme l'exigeait l'ordonnance restrictive. Mais j'ai aussi déposé quelque chose de mon côté, une action devant le tribunal des petites créances pour les 4 000 $ qu'elle me devait. Le tribunal des petites créances de Californie permet de poursuivre pour un montant allant jusqu'à 10 000 $. Mon cas était simple. Elle avait emprunté de l'argent, promis de le rembourser et ne l'avait pas fait. J'avais des preuves écrites de tout cela. Mon avocate m'a aidé à remplir les formalités. Nous avons inclus toutes les preuves, les textos, le virement bancaire, tout. Vanessa recevrait un avis de la poursuite séparément de l'ordonnance restrictive. Puis j'ai attendu 3 semaines jusqu'à l'audience pour l'ordonnance restrictive. J'ai laissé Vanessa croire qu'elle avait réussi à me faire taire. L'audience a finalement eu lieu. Nous nous sommes retrouvés au palais de justice du comté un mardi matin. Vanessa était là avec sa propre avocate, une femme qui, apparemment, s'occupait de nombreux cas d'ordonnance restrictive. J'étais là avec ma propre avocate. La juge, une femme plus âgée, a appelé l'affaire et a demandé à Vanessa de présenter ses preuves justifiant le maintien de l'ordonnance restrictive. L'avocate de Vanessa a commencé. Elle a affirmé que je harcelais Vanessa pour de l'argent depuis des mois, que je m'étais présenté chez elle sans y être invité et que j'avais refusé de partir. Que j'avais fait des déclarations qui lui avaient fait craindre pour sa sécurité. Elles ont diffusé l'enregistrement audio modifié de ma visite à sa porte. La juge l'a écouté, puis a demandé, « Y a-t-il des preuves de menaces réelles ?» Son avocate a bafouillé légèrement. « Votre honneur, le comportement et le ton du défendeur constituent du harcèlement. Il s'est présenté sans y être invité et a refusé de partir. C'est un comportement menaçant. » Mais y a-t-il eu des menaces explicites, a demandé à nouveau la juge. L'avocate de Vanessa a répondu, son insistance et son refus de partir ont créé un environnement menaçant. La juge n'a pas semblé impressionnée, mais l'a laissé continuer. Elles ont montré des messages textes où je demandais le remboursement, sortis de leur contexte pour faire croire que je la contactais de manière obsessionnelle à propos de l'argent. Mais elles ne pouvaient montrer aucune menace réelle, car je n'en avais jamais proféré. Puis ce fut notre tour. Mon avocate s'est levée et a présenté calmement notre cas. Votre honneur, cette ordonnance restrictive est utilisée pour éviter le remboursement d'une dette légitime. Monsieur Robert a prêté à la défenderesse 4 000 $, avec des documents clairs prouvant l'accord de prêt et sa promesse de rembourser. Lorsqu'il a demandé le remboursement, elle a déposé cette fausse ordonnance restrictive pour le faire taire. Mon avocate a montré à la juge toute notre documentation. La demande de prêt original et la promesse de remboursement, le virement bancaire, l'historique complet des conversations par texto montrant que toutes mes demandes de remboursement étaient calmes et raisonnables. Elle a également montré que j'avais déposé une action au tribunal des petites créances pour la dette, prouvant qu'il s'agissait d'un litige financier, et non d'une situation de harcèlement. L'enregistrement audio fourni et modifié et sorti de son contexte, a poursuivi mon avocate. Monsieur Robert s'est rendu une seule fois à sa résidence pour demander une conversation sur le remboursement. Il a frappé à la porte et a demandé à parler. Comme elle n'a pas répondu, il est parti. Ce n'est pas du harcèlement. C'est un créancier qui cherche à se faire rembourser. La juge a examiné attentivement tous les documents, a demandé à voir l'historique complet des messages textes, que mon avocate avait imprimés dans son intégralité. Après plusieurs minutes, la juge s'est adressée aux deux parties, demandant à Vanessa si je l'avais déjà menacée de violence physique. Vanessa a hésité avant de dire, « Il m'a fait me sentir menacée. » La juge lui a rappelé que ce n'était pas ce qu'elle avait demandé. Elle a demandé à nouveau à Vanessa si je l'avais explicitement menacée de lui faire du mal physiquement. Vanessa a répondu, non. Vanessa a affirmé que je n'arrêtais pas de demander de l'argent et que j'avais demandé plus de 3 fois en une semaine. Elle a affirmé que lorsque je suis venu chez elle, j'ai refusé de partir. Mais comme elle n'a pas pu établir que j'avais tenté de faire quoi que ce soit de force chez elle, la juge n'a pas été impressionnée. Elle a posé les papiers et s'est adressée directement aux deux parties. Ce tribunal n'est pas l'endroit pour régler des dettes financières ou des disputes personnelles. Vanessa, vous avez emprunté de l'argent à Monsieur Robert avec une promesse documentée de rembourser. Il a tout à fait le droit de chercher à se faire rembourser par les voies légales appropriées. Ce qu'il a fait en déposant une action au tribunal des petites créances. Elle a regardé Vanessa sévèrement. Déposer une ordonnance restrictive pour éviter de payer une dette légitime est un abus des mesures de protection de ce tribunal. Ces ordonnances existent pour protéger les gens de menaces réelles,
pas pour être utilisés comme des armes contre des créanciers. La juge a examiné les documents une fois de plus, puis a rendu sa décision. L'ordonnance restrictive temporaire est dissoute avec effet immédiat. Monsieur Robert est libre de poursuivre son action au tribunal des petites créances sans restriction. Vanessa. Vous avez de la chance que je n'impose pas de sanction pour le dépôt d'une ordonnance restrictive abusive. Je vous suggère de régler la dette que vous devez avant l'audience des petites créances. Elle a frappé un coup de marteau. L'audience est levée. J'ai senti un soulagement m'envahir. Une justification. Vanessa avait l'air stupéfaite. Son avocate a rapidement rassemblé ses papiers, voulant clairement partir. Mon avocate s'est tournée vers moi. Résultat parfait. Maintenant, nous nous concentrons sur l'affaire des petites créances. Je l'ai remercié, en regardant Vanessa et son avocate quitter la salle d'audience sans croiser mon regard. 3 semaines plus tard, nous avons eu l'audience des petites créances. Nous avions un juge différent, un homme d'âge moyen. J'ai présenté mon cas, j'ai montré à nouveau toute la documentation, l'accord de prêt par texto, le virement bancaire, la promesse écrite de Vanessa de rembourser avec son remboursement d'impôts, et la preuve qu'elle avait reçu le remboursement il y a des mois. Mon avocate n'était pas nécessaire pour les petites créances. Les gens se représentent généralement eux-mêmes, mais elle m'avait minutieusement préparé sur la manière de présenter mon cas. Vanessa s'est représentée elle-même. Son avocate ne s'occupait apparemment pas des cas de petites créances. Vanessa a essayé de rendre les choses émotionnelles. Elle a dit que j'essayais de la contrôler financièrement, que le prêt avait été un cadeau, pas un prêt, que j'utilisais les tribunaux pour la harceler davantage. Le juge l'a interrompu. Avez-vous une preuve écrite que cela était destiné à être un cadeau plutôt qu'un prêt? Non, a-t-elle répondu. Avez-vous promis par écrit de le rembourser, a ajouté le juge. J'ai dit que je le ferais quand j'aurai mon remboursement d'impôts, mais... Vanessa a eu du mal à terminer. Alors le juge a enchaîné, et avez-vous reçu votre remboursement d'impôts? Vanessa est restée silencieuse. Répondez à la question, s'il vous plaît. Oui, a-t-elle dit. Et combien avez-vous payé à monsieur Robert, a demandé le juge. Rien, mais j'avais d'autres dépenses. Cela n'est pas pertinent pour savoir si vous devez la dette, a dit fermement le juge. Les preuves montrent clairement que vous avez emprunté 4 000 $ avec une promesse écrite de remboursement. Vous avez reconnu la dette à plusieurs reprises. Vous avez reçu des fonds que vous aviez spécifiquement dit que vous utiliseriez pour le remboursement et avez choisi de ne pas le faire. Il a examiné les documents une fois de plus, puis a rendu son jugement. Je statue en faveur du demandeur. Mademoiselle Vanessa, vous devez à monsieur Robert 4 000 $ plus les frais de justice de 75 $. Jugement total, 4 075 $. Il a regardé Vanessa. Vous avez 30 jours pour payer intégralement ou convenir d'un plan de paiement avec le demandeur. Le non-paiement entraînera une saisie sur salaire ou une saisie bancaire. Un autre coup de marteau. J'avais gagné. Vanessa a quitté la salle d'audience rapidement, le visage rouge, clairement humilié. Je me suis senti satisfait. Toute cette situation avait été stressante et frustrante, mais j'étais satisfait que justice ait été rendue. 30 jours ont passé. Vanessa n'a pas payé, ne m'a pas contacté pour un plan de paiement, a simplement ignoré le jugement. Je suis donc retourné voir mon avocate, lui demandant quelles étaient les prochaines étapes pour réellement recouvrer l'argent. Elle m'a expliqué le processus. Je pouvais demander une saisie sur salaire si Vanessa était employée, ou une saisie bancaire si elle avait des fonds sur un compte en banque. Grâce à quelques recherches de base, en consultant ses réseaux sociaux qui étaient toujours publics, j'ai confirmé que Vanessa avait trouvé un emploi à temps plein dans le marketing dans une entreprise de taille moyenne, elle ne travaillait plus en freelance. Ce qui signifiait qu'elle avait un salaire régulier qui pouvait être saisi. Mon avocate a déposé les documents pour une saisie sur salaire. Le tribunal l'a approuvé. L'ordonnance a été envoyée au service de paie de l'employeur de Vanessa. À partir du mois suivant, une partie du salaire de Vanessa, calculée selon les lois californiennes sur la saisie sur salaire, serait automatiquement déduite et m'être envoyée jusqu'à ce que le jugement soit entièrement payé. Elle n'aurait pas le choix, aucun moyen de l'éviter. À chaque paie, elle verrait l'argent quitter son compte pour arriver sur le mien. La saisie a commencé environ 6 semaines après le jugement des petites créances. J'ai reçu le premier paiement par virement direct du système judiciaire, puis un autre le mois suivant, puis un autre.
À ce rythme, il faudrait environ 18 mois pour rembourser intégralement la dette plus les frais de justice. Mais le délai m'importait peu. Ce qui m'importait, c'est qu'elle soit tenue responsable, qu'elle ait essayé d'instrumentaliser le système judiciaire contre moi et qu'elle ait échoué. Son ordonnance restrictive avait été dissoute avec un avertissement judiciaire sur le dépôt de plaintes abusives. Elle avait perdu le procès des petites créances avec un jugement public contre elle. Maintenant, elle devait regarder une partie de chaque chèque de paie aller directement à moi pour les 18 mois suivants. Son plan s'était retourné contre elle de manière spectaculaire. J'ai repensé à tout cela un soir en regardant la dernière notification de paiement de la saisie. Vanessa avait pensé qu'une ordonnance restrictive me ferait taire. Qu'elle me rendrait trop effrayé des conséquences légales pour poursuivre la dette. Qu'elle lui permettrait de s'en tirer avec 4 000 $ qu'elle me devait légitimement. Mais je n'avais pas enfreint l'ordonnance. Je l'avais suivie à la perfection, utilisé le temps pour construire mon dossier, rassembler des preuves et lancer ma propre action en justice. Je l'avais laissé croire qu'elle avait gagné pendant que je préparais tranquillement la destruction de sa stratégie. Et lorsque nous nous sommes finalement retrouvés face à face au tribunal, la vérité était évidente pour les deux juges. C'était elle qui manipulait le système. C'était moi qui cherchais une résolution légitime à un litige financier. On ne détruit pas quelqu'un en se battant plus fort ou en devenant plus agressif. On le fait en restant calme, en suivant les règles à la perfection et en laissant leurs propres mensonges s'effondrer sous le poids des preuves. La tentative d'ordonnance restrictive de Vanessa fait maintenant partie des archives publiques. Quiconque cherche son nom dans le système judiciaire la trouvera, déposée et dissoute en quelques semaines comme étant abusive. Le jugement des petites créances est également un document public. Une preuve qu'elle a emprunté de l'argent et a refusé de rembourser jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte par une décision de justice. Sa crédibilité est définitivement endommagée pour toute procédure judiciaire future. La relation s'est mal terminée. La rupture a été douloureuse. Découvrir l'infidélité a fait mal, mais au moins j'ai obtenu justice pour la manipulation financière. Au moins, je ne l'ai pas laissé utiliser avec succès les tribunaux comme une arme contre moi. Au moins, j'ai prouvé que rester calme et stratégique l'emporte à chaque fois sur la vengeance émotionnelle. Avec le recul, voici ce que j'ai appris. Documenter tout, chaque transaction financière, chaque promesse, chaque conversation. Vous ne savez jamais quand vous aurez besoin de preuves pour vous protéger. Restez calme quand quelqu'un essaie de vous manipuler. Plus vous vous énervez et devenez agressif, plus vous jouez leur jeu. En restant mesuré, j'ai maintenu ma crédibilité tandis que les affirmations de Vanessa s'effondraient. Suivez les ordonnances judiciaires à la perfection, même lorsqu'elles sont injustes. L'ordonnance restrictive était basée sur des mensonges. Mais la violer n'aurait fait que me nuire. En y obéissant complètement, j'ai montré à la juge que j'étais raisonnable, tandis que Vanessa était manipulatrice. Utilisez le système correctement au lieu de vous battre contre lui. J'aurais pu essayer de confronter Vanessa directement ou de faire pression sur elle par l'intermédiaire d'amis communs. Au lieu de cela, j'ai utilisé le tribunal des petites créances, la voie légale appropriée pour le recouvrement de dettes. Laissez les mensonges des gens les détruire eux-mêmes. Je n'ai pas eu besoin de convaincre les juges que Vanessa mentait. J'ai simplement eu besoin de présenter la vérité clairement et de les laisser voir les contradictions dans son histoire. La patience est une vertu. Il a fallu des mois entre le prêt et l'ordonnance de saisie finale. Mais en étant patient et stratégique, j'ai obtenu un meilleur résultat que n'importe quelle confrontation colérique n'aurait pu atteindre. Certaines personnes essaieront d'utiliser n'importe quoi comme une arme contre vous, même les systèmes destinés à protéger les victimes. La seule défense est de rester irréprochable, de tout documenter et de laisser la vérité parler d'elle-même. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est la justice. Une justice lente, méthodique, inévitable. Et c'est exactement ce que j'ai obtenu.